Salut, bonjour à tous et bienvenue dans le 8e, eh bien oui c'est le 8e épisode de Tales. T'es sûr que c'est le 8e ? Bah écoute, c'est pas le 9e ? Parce que le 8e, il me semble que ça devait être il y a 2 semaines. Non. Et je l'ai pas vu affiché, Ouais, c'est marrant du ça. coup, il a pas été sauté, il a juste été décalé. Voilà, décalé, reporté. Non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais je sais pas si vous avez entendu parler du Covid-22, mais voilà, il y a eu un lockdown chez nous, enfin c'était compliqué quoi. La monkeypox. Non mais c'est voilà, tout. C'est monkeypox. C'est bien le 8e et donc du coup cette saison, on peut vous le dire dès maintenant, comportera 9 épisodes. Oui. Et ensuite on passera... Et pas 8 comme t'as essayé de nous la faire, Jean. Et du coup on passera après sur une pause estivale, une pause pour l'été avant de repartir la saison prochaine avec de nouveaux jeux et peut-être même des nouveaux concepts de podcast, mais on vous en redira 2 mots à la fin de l'émission. Donc, on créera un Discord si jamais il y a des gens qui veulent venir pour nous donner des... Enfin, on va discuter de ça peut-être. Ouais, faire monter la communauté autour de Tales, on a une communauté florissante, 4 énorme. personnes, avec, mais écoute, c'est pas mal déjà. Dont ta mère et mon père, donc du coup tout va bien. Oui, c'est ça. Du coup on reparlera de ça, on fera un petit laïus là-dessus en fin d'épisode, mais au final aujourd'hui on va parler d'un jeu qu'on a découvert il y a longtemps, mais on s'y est mis en fait vraiment il y a peu de temps. C'est vrai c'est parmi les premiers jeux que j'ai acheté, je pense. Hein. Enfin, que j'ai acheté depuis qu'on s'y est remis, je veux dire. Hein. Ça fait 2 ans que je te dis, ah bah tiens, on va jouer à ça. Tu l'as vu en train de se faire, enfin, tu l'as vu proposer, tu t'es dit, ah, ça a l'air trop bien. Il est resté en jachère pendant 1 an, voire 18 mois sur une étagère. Et à un moment, on s'est dit, ouais, putain, c'est normal. Il faut qu'on y joue, quoi. C'est la phase de découverte, tu sais. Ah ouais. Il est sur l'étagère, je le regarde, il me regarde. Il y a tout un jeu, et ensuite on attaque. Est-ce que tu crois que c'est proportionnel à la taille du jeu et que du coup, finalement, un jeu de 150 pages, je vois que tu le regardes en plus. Tu sais très bien de quoi je parle. Là, sur l'étagère. Tu sais très bien de quoi je parle. Il y a 25 kilos de jeu ouais. qui n'a toujours pas ouvert. Est-ce que tu penses que c'est une jachère de 10 ans ? Ouais, environ. Ouais, probablement. Ouais. Non, mais il faut qu'il mûrisse, tu vois. Il est pas. Ouais. C'est comme le bon vin, tu vois. Il faut le laisser mûrir sur l'étagère. D'accord, ouais. C'est comme la cave, donc, quoi. toi, t'as une cave à JDR où en fait il y a des JDR que t'as pas encore ouverts. Putain. Et donc du coup, il y a des crus qui vont rester pendant très longtemps. Et... Ouais, tu veux qu'on parle de toi là ? Je vois derrière toi là. Hein et du coup, là, on va se calmer parce que là, c'est 200 kilos qu'il y a dans ton étagère, donc on va se calmer bien comme il faut. La Elite, ça sera un cru. On va arrêter de parler de la Elite. 2032. Okay. Bon. Du coup, si on parle pas de la Elite, on peut parler de ce qu'on a reçu et pas encore joué là assez récemment. T'as pledgé des trucs ? Faut qu'on change le titre de cette rubrique là. Comment mal dépenser son argent, c'est trop long. On va trouver autre chose. Mais on va peut-être parler aussi de ce qu'on va peut-être pledge ou des trucs qui nous ont fait kiffer, qui arrivent. Du coup, t'as reçu quoi là ces derniers temps ? J'ai rien reçu parce que j'ai pas pledge récemment. Par contre, j'ai acheté. J'ai craqué parce que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'ai pris Spire. Je sais pas comment on dit. En fait, j'ai vu qu'il y a un add-on qui allait arriver, la Strata, et ça avait l'air sympa, donc je me suis renseigné sur le jeu de base. Et le jeu de base, j'ai commencé à le feuilleter, là j'ai lu les 50-60 premières pages, ça a l'air vraiment cool. Donc peut-être un futur épisode si ça nous plaît bien et qu'on y joue, mais pour l'instant j'ai chopé ça. Et pour une histoire de frais de port et pas payer les frais de port, j'ai pris un petit jeu qui s'appelle Chaloulou. C'est un mix entre Cats et Cthulhu. Et vu que j'ai pledge Cats, je me suis dit, ça sera marrant s'il y a des scénarios sympas, on verra. Voilà. Non. Ah non, il y a autre chose. Ah bah oui. Non, c'est vrai que j'avais failli oublier. J'ai reçu... Si, j'ai bien reçu un truc, c'est... J'ai reçu la boîte de Call of Cthulhu 40e anniversaire, seconde édition, de Chaosium, j'ai pledgé il y a quoi ? Il y a presque 1 an. C'est une espèce de boîte où ils ont fait une réédition de la seconde édition. Et dedans, il y a plein de choses. J'ai reçu, c'est super. C'est vraiment super sympa. C'est vraiment pour la collectionnite. Je veux dire, c'est des vieux scénarios. Des scénarios. Aujourd'hui, ce qu'on écrit, c'est quand même plus facile à faire jouer que ce qu'il y a dans la boîte. Mais c'est très sympa, c'est très joli. Et il y a plein d'éléments pour mettre autour de la table, faire des choses sympas sur du présentiel, donc je suis très content en tout cas. Oui, c'est objet collection quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et toi ? Bah écoute, moi j'ai reçu, honnêtement, là tu pourras dire ce que tu veux, mais j'ai reçu vachement moins de trucs que toi depuis le dernier épisode, parce que finalement il y a quand même 2-3... T'as quand même 2-3 trucs. Je pense qu'on va en reparler quand t'auras cité les choses. Ouais. Chut, tu vas voir. Moi j'ai reçu Myr.
qui était du coup un très beau un petit d'ailleurs. pledge très joli. Je regrette un peu. Je me demande, j'ai vu qu'il y avait un late pledge. Peut-être que ça partira. C'est assez sympa. Après, c'est vrai que ce n'est que le kit d'initiation. Et donc, du coup, ils ont mis la max sur l'esthétisme. Mais ça respire un peu trop. Tu vois, tu sens que c'est un gros kit d'initiation. Et pour l'instant, ça n'a l'air d'être que ça. Même si jamais il est magnifique. Et vraiment, les fiches perso imprimées, elles sont splendides. Enfin, tout est et le système avec l'écran est génial. Ça prend moins de place. C'est vraiment bien pensé. Ça, c'est clair. Et du coup, toi, c'est le seul écran qui est rangé dans ma bibliothèque alors que les autres sont rangés ailleurs. Donc, non, vraiment, il est stylé. Il est assez joli. Après, il faut voir ce que ça donne en jeu. Voilà, vu que je n'ai pas encore pu le tester. J'ai reçu Nibiru, du coup, un jeu qui a été fait là, par les 12 singes. Assez prometteur, même si jamais initialement j'étais pas trop fan de l'ADA, mais le jeu a l'air vraiment très bien. Et j'ai reçu le dernier pledge. T'étais pas fan de l'ADA, pourtant c'était magnifique. Non, pardon, excuse-moi, je voulais dire de la maquette. Ah, la maquette. Tu sais que voilà, les maquettes c'est toujours un problème avec moi. On pourra en reparler juste après. Mais du coup, voilà, la maquette, je trouve qu'elle est, elle est pas ultra justement immersive. Quand tu ouvres le truc, t'es pas aspiré dans le jeu, alors que le jeu est sombre et ça parle de station spatiale et la maquette, elle est blanche et bleue très claire. Enfin, c'est un peu particulier. Vu ce que tu m'as décrit, ça me fait penser à Blame, moi, tu sais. Ouais, mais tu vois, le manga. Du coup, t'imagines pas ouvrir et avoir un truc très lumineux. Oui, non, ce qui est le cas. J'aurais plutôt imaginé une maquette toi, qui ressemble à du Cthulhu ou à du Alien, des choses comme ça, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas un podcast sur les Nibiru. Et j'ai reçu également, là par contre, 20 sur 20, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est 100% complet. C'est la dernière campagne 5E de Arkham Asylum, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, qui là pour le coup, le bouquin... C'est un peu ton Laelith en fait, hein, franchement, honnêtement, je l'ai pris pour la collectionnite, ça c'est sûr. Le livre, il est gigantesque, la DA est incroyable, la maquette, elle, pour le coup, elle est vraiment trop bien faite. C'est une campagne qui est trop longue pour être jouée dans un groupe comme le nôtre où on joue à autant de trucs, beaucoup trop de jeux. C'est une campagne qui est vraiment faite pour vraiment faire un truc très long et très fourni. Donc écoute, on verra bien, mais en tout cas, je suis pas déçu, ça vaut le coup, quoi. Puis ensuite, il y a les trucs qui nous intéressent, qu'on n'a pas acheté, mais qui nous font de l'œil ces derniers temps. Qu'on attend, tu peux dire. Et en plus, ça sera du day one. Hein. Que vous allez pouvoir, là, une fois que le podcast sera sorti, soit pledger, soit acheter. Donc Antoine, il y en a un qu'on attend tous les deux, que moi j'aimerais bien voir en boutique avant de l'acheter, peut-être, mais de toute façon ça va être possible vu que je ne l'ai pas pledgé il y a 3 ans. C'est Historia. Ouais, Historiae, c'est un jeu italien qui a été traduit par Arkham Asylum. C'est un jeu toujours un peu. Moi, ça me fait. C'est ça. C'est magnifique. Vraiment, la direction artistique est incroyable. Ça me fait penser à 2K et 2 Crocs. Tu sais, je pense que ça a l'air d'être un peu dans ce délire-là. Tu sais, la BD où tu joues. Ouais, je sais bien. Regarde bien là. Ils sont tous en bas là derrière là, ici là. Ouais, il me semble que tu les as. C'est pour ça. Donc ça me pensait à ça. Ça a l'air super sympa. Bon. En fait, j'ai pas trop compris comment... Parce qu'il y a des gens qui ont reçu, qui avaient pledge, j'ai pas trop compris comment ils avaient su qu'il y avait un pledge, parce que c'est passé un peu après, ça a été fait sous le radar. Mais en fait, ça a été fait en 2019. En fait, j'ai l'impression que c'est un pledge qui date d'une époque où le jeu de rôle était en train de monter, mais peut-être pas autant en puissance que depuis 2-3 ans, là, au tout début de la nouvelle vague un peu puissante. Et ce qui fait que c'était un pledge sur, une commande vraiment qui, sur une longue, un peu à la Dragon, c'est pour le studio Agathe, qui a duré 3-4 ans avant de recevoir le Ouais, et puis c'était un pledge sur Kickstarter. Et en fait, ils ont rajouté la langue française, mais il n'y a pas eu de communication vraiment de la part d'Arkane. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été franc, quoi. Et donc, du coup, c'était un petit peu différent. Et tu sens qu'il y a ça vient d'un truc où la communication était un peu différente. Même si, bon, Arkane, c'est pas les meilleurs sur leur communication, on pourra en reparler une autre fois. Mais... Oui, après, les boîtes les éditeurs de jeux de rôle, c'est pas les meilleurs sur la com, en toute honnêteté, je pense. Hein. On serait pas méchant de dire ça. Hein. C'est juste non, on vous aime, vous le savez. Pour avoir des informations, il faut aller à la pêche, quoi. Non, voilà. Sinon, vous savez qu'on vous aime, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Jeu... Oui, ça, c'est clair. Il y a un autre jeu que moi, j'attends, mais depuis un bail... qui sera peut-être mon premier jeu Arcane, parce que je n'en ai toujours pas. Comment ça, peut-être? C'est sûr, ça sera ton premier jeu Arcane. Oui, c'est sûr. C'est Weissen. La précommande va être ouverte. C'est un jeu d'horreur nordique, donc tout ce que j'aime.
La DA est magnifique. J'adore l'illustrateur. J'adore tellement d'ailleurs que j'avais acheté des... Comment ça s'appelle ? Des prints signés par l'auteur. C'est vraiment... Des lithographies ? Ouais, c'est des lithographies. Il avait fait un... Il y avait des soldes là où c'était un acheté, un offert. Et j'en ai pris pour les encadrer parce que vraiment, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Et le jeu a l'air trop sympa, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et après, il y a un dernier pledge qui est encore en cours et qui sera encore en cours au moment où ce podcast sortira. C'est le jeu de rôle de Roots, le jeu de plateau, qui a sorti d'ailleurs un petit quick start gratuit pour pouvoir le tester. Donc il faut qu'on teste ça avant de savoir si jamais on prend le jeu. La DA est sympathique. Après, le jeu, je ne sais pas encore pas ce qu'il vaut. Il faut qu'on se penche dessus. Bref, c'est à peu près tout pour notre actualité sur ce qui se passe un petit peu en ce moment niveau jeu de rôle. Et donc du coup, on va commencer par toi, Antoine, si tu veux, pour me raconter un petit peu une petite histoire qui a pu nous sujet arriver. Du jour, déjà. À quoi on va jouer ? Parce qu'on n'a pas dit encore. Si, on l'a dit. Et... Non, on l'a pas dit. Et alors, de toute façon, c'est le titre, les gens le savent. Les gens le savent. C'est ça. On va parler de Barbarian of Lemuria. Donc Barbarian of Lemuria, on reviendra un peu en détail après dessus. Donc une petite anecdote un moment marquant en tant que maître. Alors c'est moi le maître du jeu sur ce jeu-là. Déjà il y a des moments marquants. C'est voilà, le jeu est assez particulier dans son aspect et on a joué à un scénario. Enfin on a joué à 2 scénarios récemment là. Il y en a un où on a joué en tous les 2 uniquement. Et alors on a bien rigolé, donc c'était vraiment marrant, c'était dans le délire, un peu à Conan, quoi, genre vraiment tout un peu dans le second degré, quoi, c'est-à-dire que moi j'étais en mode genre tué dans les plaines de la mort. Et voilà, toi t'avais un personnage qui s'appelait Vextra. Ouais. On a fait ça pendant 2 heures, j'avais plus de voix, mais on a bien ri. Ça c'était très marrant. Et surtout, on a fait un scénario récemment avec la table habituelle où vous jouez des Kalukan. Et les Kalukan, c'est un peu des méchants. Je vais être très caricatural, mais c'est un peu des méchants dans l'univers. C'est des hommes de main, des sbires. Ouais. C'est la Team Rocket dans Pokémon, si vous voulez, pour faire le délire, quoi. Et c'est des sbires un peu méchants, difformes, qui sont pas humains, qui ont un seul œil à la place du torse. C'est des entités qui ont été créées par alchimie, donc un peu, qui peuvent pas parler. Et vous jouez des pré-tirés de ces personnages-là dans le scénario, et au début, vous pouvez pas communiquer entre vous. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très drôle. C'était très marrant. Et assez perturbant pour les joueurs autour de la table de jouer des personnages qui sont méchants, enfin qui sont du côté un peu obscur, sans être vraiment des méchants forcément purs. Hein. Et ça, vous étiez pas habitués. Notamment Ben, le chevalier blanc, ça a été dur. Tu sentais qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de facilité à passer du côté obscur que d'autres. Oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et je me suis dit, c'est dommage que je sois pas joueur parce que je n'aurais eu absolument aucun souci. Oui, mais c'est pas plus mal que tu sois pas joueur. Faut pas être trop dans une zone de confort importante. Ouais, bien sûr, ouais. Toi, il faudrait jouer à un jeu où justement on est une espèce de chevalier blanc et c'est Ben qui masterise et là, il y aurait de l'enjeu. Bientôt, hein, peut-être. Oui, peut-être. Je sais pas à quel jeu tu penses, mais peut-être. Bah écoute, moi, l'histoire qui me vient là comme ça, elle s'est passée pendant la même session et c'était quelque chose qui était, je pense, absolument pas prévu dans le scénario. Donc juste on était un groupe qui devions livrer un colis quelque part dans le monde de la Lémurie. Et au cours de ces aventures, on a croisé un petit village où on devait rester pendant quelques jours, le temps d'attendre qu'il se passe quelque chose. Je fais des efforts pour pas spoiler, parce que le scénario est intéressant, ça serait dommage de vous spoiler. Mais on attendait dans un village, et avec justement Ben, donc on était les deux guerriers de la troupe, on est parti chercher un forgeron, parce que Antoine nous a laissé du temps pour pouvoir glander un petit peu dans le village. Et là, en fait, erreur de ma part, tout l'esprit du jeu, tout l'esprit du jeu est ressorti. C'est-à-dire que Ben et Jean fait n'importe quoi. et donc du coup, on commence à négocier avec un forgeron. Et puis Ben essaye de chercher une nouvelle arme, enfin, je sais plus quoi, et il montre son arme. Il se trouve qu'il n'avait pas compris qu'il avait une arme un peu hors norme, un peu légendaire, dans le sens où, quand je dis ça, je veux dire, elle est pas mythique, mais elle était déjà extrêmement puissante, unique, et en fait,
pouvait pas trouver mieux. Et il avait pas bien compris ça. Donc du coup, il essaie d'échanger cette arme contre quelque chose, et le forgeron, du coup, lui, il comprend, enfin... Antoine comprend que il peut piquer l'arme de Ben. Ouais, le forgeron joué par toi, du coup, vénérable maître du jeu. Donc du coup, il lui propose un échange. Là-dessus, Ben comprend que en fait, le gars est beaucoup trop content de faire cet échange. Commence à résister. Et au début, le gars fait venir d'autres types et tout. Ben commence à se laisser impressionner. En mode, attends, comment je vais faire ? Attends, et je lui dis, mais attends, Ben, on est des méchants dans un monde de bourrins. On le dégomme. Et en fait, cette espèce de sentiment... T'as regardé, il a fait « Ah bah oui !» Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, je trouvais que ça résume beaucoup l'esprit du jeu, cette espèce de côté... En fait, c'est dans d'autres jeux de rôle, on joue souvent par défaut des personnages avec un niveau de moralité relativement bon, relativement honnête, où on essaye de faire le bien. C'est souvent ça qu'on fait dans les jeux. Il y a beaucoup d'autres jeux où finalement on ne fait pas ça, hein, et je suis sûr que vous serez capable de m'en citer un paquet. Mais c'est vrai que souvent... Quand c'est pas dans l'ADN du jeu, on essaye d'être bon. Et là, dans celui-là, et dans le scénario que tu avais choisi, il y avait vraiment un côté, en fait, on s'en fout. Et du coup, c'est vraiment là, je trouve, où ça nous a sauté à la figure, c'est qu'il y avait ce côté, mais en fait, on le défonce et on s'en fout des conséquences parce que personne ne pourra rien nous dire, en fait. On est des abrutis de sbires, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, on l'a évidemment dégommé. On a récupéré l'arme qui voulait nous vendre. Et du coup, c'était vraiment un moment que m'a beaucoup fait rire. Bon, bah, le jeu Barbarian of Lemuria, c'est un jeu qui initialement est sorti en anglais. En anglais. Ouais, j'étais là en Angleterre, je voulais dire, mais je sais plus trop, je me suis perdu. Dans le fameux pays des gens qui parlent anglais aux USA, je pense. C'était aux USA. Dans l'anglais, ok. C'est aux États-Unis. Ouais, donc c'est Beyond Belief Games, la mission d'édition, et l'auteur principal c'est Simon Washburn. Tu veux dire Beyond Belief Games ? Oui, voilà, exactement. Et la version française dont on va vous parler, c'est en fait la seconde édition, ou la plus récente mouture, qui a été éditée par Ludosphérique, qui est une boîte française. Donc pour vous retracer légèrement l'histoire du jeu, c'est un jeu qui initialement a été créé aux alentours de 2004, un jeu amateur aux premiers abords, qui est inspiré des aventures de Tongor. Donc Tongor, c'est un héros dans une saga de livres par Lynn Carter. Pour faire simple, c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Conan avec une saga épique, etc. Enfin bon, pour faire rapide. Hein. Ensuite, en 2008, il y a eu la première édition commerciale qui est sortie en Angleterre, aux États-Unis. Dans le monde fabuleux des gens qui parlent anglais. C'est ça, dans le fameux pays de l'anglais. Et en 2009, il y a eu la première traduction française. En 2015, ils ont sorti la seconde édition, enfin l'édition un peu remasterisée qui s'appelle la Mythic Edition en VO. Ouais, c'est un peu la Definitive Edition en fait pour les gens qui vivent c'est ça, là-bas. C'est Barbarian of Lemuria Mythic Edition. Et en 2016, il y a la VF qui est sortie. Et la VF, on va le dire tout de suite, c'est tout autre chose que la VO. C'est pas juste une traduction. C'est une adaptation, hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a toutes les illustrations, tout l'art derrière qui a été refait par un illustrateur français qui s'appelle Emmanuel Roudier, qui est l'auteur du jeu de rôle Worm, qu'on espère un jour chroniquer, mais pour l'instant c'est impossible. Lâche pas les choses comme ça, tu vas stresser les gens, c'est mal ce que tu fais. Mais non, mais c'est un jour. C'est comme la Elite, ça, c'est pareil, c'est rangé à côté. C'est ça, c'est chacun a son la Elite. Et avec une maquette toute nouvelle, une couverture nouvelle, des scénarios originaux. Donc vraiment, c'est pas du tout... il y a quand même une grande partie de création française dans le bouquin de base français. Hein. C'est pas du tout juste une traduction. Il y a c'est toute une adaptation, une réécriture, avec des nouveaux scénarios, tout l'art... la charte graphique a été refaite. Donc ça a pris des bases, mais c'est un peu un nouveau truc, quoi. Comme on vous l'indique, l'inspiration de jeu, c'est Tongor. Ils n'ont pas eu les droits à la base et donc ils ont un peu divergé du livre de base. Et donc c'est dans l'esprit de Conan, Torgal, tout ça, quoi. Oui, là t'es sur un truc. Donc on est dans le genre qui s'appelle le Sword and Sorcery. Hein, donc on est dans quelque chose qui parle de lui-même au niveau du style. Hein.
Et en fait, le jeu plante un décor assez classique, plante un décor assez, comment dire, obvious, assez évident, assez concret. Ouais. On est dans les stéréotypes et les classiques du genre. Ah oui, quoi. là vraiment, il se baigne dedans avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'allégresse. Tu sens que il assume ce côté heroic fantasy à fond avec ce style presque OSR, hein, on en parlait. Et il suffit de lire en fait rapidement la description du début du jeu pour savoir où est-ce qu'on est. Le jeu vous parle d'un futur lointain post-apocalyptique revenu à un état préhistorique où les hommes et les femmes se battent pour la gloire. Voilà, c'est ça. On est, c'est exactement ça. On est dans les plaines de la mort. C'est ça, ouais. À la recherche de fortune. Voilà, c'est ça. On est tout... Et tous les gens parlent comme ça. Oui, tout le temps. On est obligé de parler comme ça. Et je voudrais pas trop vous en dire, mais l'esprit du jeu, c'est vraiment ce truc-là. Même si jamais le jeu ne tourne pas son propre univers en dérision, hein. C'est pas ça que je dis. C'est des guerriers avec des musculatures saillantes. Exactement. Qui vont aller tabasser des trucs dans des jungles. À dos de tyrannosaures, exactement, que tu vas pouvoir juste contrôler avec. De rentrer dans des temples. Tu vas pouvoir lui mettre une selle et des rênes et contrôler le tyrannosaure qui aura un mort. Et tu vois, il va se cabrer comme un cheval et tu vas faire faucher ta grande hache derrière et partir au galop. Voilà, c'est ça. C'est des sagas épiques, il y a tout ce truc-là, voilà, de héros, vous incarnez, enfin voilà. Donc d'ailleurs, vu qu'on parle un peu de qui on incarne, qui c'est qu'on joue dans l'univers ? Du coup, là vous l'auriez bien compris, l'objectif c'est de jouer des gens qui vont vivre ces aventures épiques. Et donc du coup on joue des héros et presque des héros mythologiques, non pas qu'ils soient légendaires dans le monde où ils vivent, mais en fait ils font des accomplissements complètement incroyables. On joue Hercule et Xena, il y a un côté tu vas aller délivrer ou sauver ou détruire ou récupérer quelque chose d'absolument fantastique, tu vas vivre des histoires incroyables. Déjouer les plans d'un dieu. Mais oui, c'est ça. On est sur des trucs comme puis ça. Puis ensuite tout perdre à la taverne du village en jouant au poker avec un clodo, et puis après ça repart. Et le jeu te fait vivre des choses comme ça où finalement c'est pas que rien n'est important, mais c'est qu'il arrive à te mettre au même niveau des choses complètement épiques et incroyables, et puis ensuite une certaine banalité d'un monde. C'est pas qu'il a pas aucune cohérence, mais il a une cohérence interne qui fonctionne assez bien, mais qui a ce côté un petit peu en fait c'est un petit peu un monde de stéréotypes, comme des gens qui connaissent mal cet univers-là le verraient, sauf que il joue avec ces clichés-là pour te faire rire et pour t'imprégner là-dedans. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, l'ambiance, elle est assez fantastique. Ouais, ça, c'est... Comme tu as dit, on joue des héros qui veulent rentrer dans la légende, et en fait, en faisant les parties, vous dictez leurs aventures incroyables jusqu'à devenir des personnages quasi mythiques. Donc, les types de scénarios qu'on peut jouer... tu viens de le dire. On appelle des aventures. Tu viens de le dire. Oui, c'est ça. En fait, on joue des aventures qui peuvent se transformer en saga, c'est le terme qui est utilisé. Donc il y a des scénarios un peu type porte-monstre trésor, il y a des scénarios un peu plus aboutis avec de la recherche qui mêlent différents types de jeux, etc. Et puis vous pouvez aussi jouer des campagnes. C'est prévu vraiment pour jouer un peu de tout, hein. Ça peut être pour jouer du one-shot ou pour jouer des grandes campagnes épiques, mythiques, avec plein d'enjeux. Le jeu vous permet de faire les deux. Après, le corps du jeu, dans le style de scénario, restera quand même aventure-action. Oui, on reste sur un jeu où ça va bastonner. Ça va pas être... Vous n'allez pas pouvoir tout résoudre. Enfin, après, bien sûr que si, vous pouvez. Mais je pense que ce n'est pas fait dans le but de tout résoudre en parlant. Oui, voilà, sur un des scénarios que tu m'as fait jouer... on va frapper avant, et puis dommage, on n'a pas pu parler. Sur un des scénarios que tu m'as fait jouer, je jouais une courtisane avec énormément de moyens, et surtout de liaisons à la cour, avec une influence dans telle ville ou dans telle ville, et puis finalement, elle a bien été obligée... dans la jungle, exactement, ça sert à rien. Dans la jungle, elle a dû manier la hache, manier l'épée, être capable de s'infiltrer, et finalement de détruire à main nue avec juste un petit couteau un dieu alligator géant. Voilà, donc vous pouvez... J'avais essayé de me construire un personnage qui était plutôt subtil, plutôt dans le feutré, dans le poison, des choses comme ça. Le jeu m'a rattrapé et ça s'est terminé à grands coups de... Alors, Après, pour mettre un contexte, c'est qu'on a joué t'as joué seul, donc on était tous les deux. Et le problème, c'est que
quand tu joues ce genre de personnage, c'est vrai que dans un groupe où il y a déjà des guerriers, ça s'intègre parfaitement, parce que dans certains scénarios, comme je t'ai dit, dans les campagnes, il y a des passages dans les villes, etc. Et donc il faut des personnages comme le tien. Mais c'est vrai que là, ton personnage, c'était vraiment la première aventure qu'on a joué, le truc basique, et c'était en mode genre une vengeance terrible dans les plaines de la mort, et il faut aller tabasser un dieu alligator. Oui, mais du coup, ça. Donc c'est vrai que ton personnage courtisan, c'était pas super. Ouais, mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Et voilà, du coup, ça vous fait quand même, ça vous donne un petit peu le ton et l'esprit. Oui, complètement. Le jeu, après, évidemment, on peut faire ce qu'on veut avec du jeu de rôle, mais le jeu, quand même, il veut vous faire vivre ce genre de choses. Du coup, concrètement, donc cette dame s'appelait Vextra. Et donc du coup Vextra et donc du coup c'est ça. Et donc du coup Vextra est partie à la recherche, enfin elle est partie accompagner une diligence d'un homme, visiblement un marchand, qui semblait avoir volé des choses à une tribu et voulait aller les vendre sur un marché. Et elle était là pour faire un petit peu la femme de main de cette diligence et donc l'aider à passer la terrible route qui le séparait de la ville. C'était ça le topo de base. Et donc du coup, Vextra, elle a été confrontée initialement à un groupe de personnages et tu as commencé à vouloir me faire me battre, pour résumer. Hein. D'accord ? Oui. Donc concrètement, comment j'ai fait pour réussir ? Bah oui, comment on joue ? T'as compris, hein, j'essaie de faire ça un petit peu bien, mais bon, gâche tout, c'est pas grave. Donc quand je fais un jet, je fais un jet de dés. Alors le système de jeu, ça va être très clair, très simple. C'est un système qui est extrêmement simple. Il y a un seul type de jet, les jets d'action. Vous lancez 2d6 et à ces d6, vous rajoutez des modificateurs. Donc qui peut être positif ou bénéfique. Donc c'est un système un peu à l'ancienne où il y a un jet de base auquel on rajoute des modificateurs selon nos caractéristiques, mais qui est là grandement simplifié et il faut faire 9 ou plus. Si vous faites 9 ou plus, vous réussissez. Si vous faites moins, vous ratez. Genre les modificateurs, c'est quoi ? C'est des bonus ou des malus que pourrait avoir mon personnage en fonction de la situation. Exactement, c'est la difficulté de l'action. Est-ce que c'est quelque chose de très compliqué, donc est-ce que je t'inflige un malus à l'action, ou est-ce que c'est quelque chose de basique ou de accessible à ton personnage et du coup il n'y a pas de malus. Est-ce que ton personnage a des talents ? Est-ce qu'il a des avantages ou des désavantages qui vont jouer sur cette action ? Est-ce qu'il a une carrière ? Donc ça, on va en parler, mais le système de carrière du personnage, est-ce qu'il y a une de ces carrières qui va permettre d'avoir un bonus ou un malus, ou de rajouter des points à ton lancer ? Tu peux des fois rajouter un dé bonus et prendre que les 2 meilleurs des 3 que tu as lancés. Ça, c'est souvent quand il y a un avantage ou un trait du personnage particulier. Et voilà, on a fait un peu le tour. Tout se résume comme ça. C'est-à-dire que chaque type de jet, c'est 2d6. Donc vous avez les jets pour les actions, n'importe quelle action classique. Et ensuite, en combat, il y a un jet d'initiative. En fonction du jet d'initiative, s'il est réussi, vous commencez. S'il est raté, à quel point il est raté, votre rang va être automatiquement fait. C'est-à-dire que le maître du jeu ne lance pas d'initiative. Et ensuite, pour toucher, vous lancez 2d6, vous rajoutez votre score en mêlée, par exemple. Et puis, si vous faites 9, vous touchez. Si vous faites moins, vous ratez. Et ensuite, on inflige les dégâts. Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. Oui, bref, là, ça devient des jets d'action classiques où, en fait, t'auras marqué la dégâts de ton arme, c'est 1d6 moins 2, ou 2d6 si tu prends le meilleur. Ça va être des choses comme ça. C'est ça. Ça parle de lui-même, c'est pas vraiment... voilà, c'est rien de très original. Et on peut juste rajouter, il y a une chose dont on parlera pas, dans le système de jeu, il y a tout un pan sur les grandes batailles qui est prévu, donc c'est-à-dire sur les combats d'armée en armée, sur les combats navals, etc. Tout ça, on va pas en parler, mais c'est prévu par le jeu. Il y a tout un chapitre sur les batailles d'envergure, etc. Ok. Donc, du coup, là, ce qui va être un petit peu original dans le jeu, enfin, même si jamais il y a d'autres jeux de rôle qui ont utilisé ce style, ça va être leur système de carrière qui est à la fois Exactement. Une biographie de ton personnage, d'une certaine façon, et en même temps un système de compétences, on va dire ça, de caractéristiques un peu particulières qui va te permettre justement d'avoir des bonus ou des malus en fonction de ce que tu fais. Donc, de toute façon, on va y revenir quand on va parler de la création du personnage. Oui, on va y revenir. Donc, c'est ça. Tu voulais dire autre chose avant qu'on en parle ? Oui, je me suis dit, on peut parler des points d'héroïsme. Ah oui, on en a pas dit, oui, t'as raison. Mots. Oui, t'as raison, c'est en plus c'est une mécanique intéressante du jeu. Ouais, donc dans le jeu, il y a les points d'héroïsme. Alors, les points d'héroïsme, sont des... Vous en avez 5, d'habitude vous en avez 5 par partie. À chaque fin de partie, fin d'aventure, vous regagnez vos 5 points. Et ça vous permet d'accomplir des actions héroïques, enfin surhumaines. Donc c'est ce qui fait que le jeu a ce côté un peu pulp, vous allez vraiment faire des trucs incroyables.
Ça vous permet un peu de faire soit comme des points de destinée, donc de relancer vos dés, soit quand vous avez une réussite, c'est d'aggraver cette réussite, c'est-à-dire vraiment de prendre le contrôle de l'action, et soit dans un combat de faire d'énormes dégâts ou une action complètement dingue, soit ça va vous permettre d'acheter des avantages, ou ça va permettre aussi à votre personnage de survivre quand il est gravement blessé, quand il va mourir. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des points qui vous permettent de... Au cours de combat, en fait, surtout, j'avais l'impression qu'on s'en servait, enfin, Oui. comment dire... en fait, 5 points d'héroïsme, je trouvais que c'était quand même pas mal, genre dans le sens... on pouvait un peu, vraiment, on n'avait pas peur de devoir les économiser, parce que le principe, normalement, c'est de pouvoir les rattraper, enfin, de pouvoir les récupérer en entier à la fin de la session. Et en fait, t'en utilises assez facilement 1 ou 2 par combat, et ça te permet vraiment d'avoir ce côté, finalement... les jets de dés sont pas toujours en ta faveur. Tu joues des personnages qui sont censés être des montagnes de talent, de muscles, de puissance, de violence, de ce que tu veux, mais il y a vraiment ce côté, t'es censé dévaster les choses par là où tu passes, et donc du coup ça compense un petit peu ce côté là où quand tu fais des jets de dés moyens, tu réussis quand même, et quand tu fais des bons jets de dés, tu peux vraiment faire des trucs qui vont te permettre de massacrer les 14 personnages qu'il y a devant toi, de faire une action extrêmement héroïque qui n'aurait pas été possible, et en fait tu peux vraiment griller ça assez facilement sans avoir peur d'en avoir besoin plus tard, parce que c'est pas nécessaire pour pouvoir jouer, dans le sens où tu peux t'en sortir quand même sans. Et du coup, ça a apporté vraiment ce côté où, nous, à chaque fois qu'on l'a utilisé, c'était systématiquement pour faire quelque chose de plus gros, de plus grand, et assez drôle, en fait. Systématiquement, on a fait des choses drôles avec, et ça a apporté beaucoup dans le côté délirant du jeu. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a joué. Ouais, ça c'est sûr, ouais. C'est exactement. Donc du coup, la création de perso. Allons-y. Voilà. Donc... La création de perso... Tu veux que j'en parle ou tu veux en parler ? Non, c'est bon, j'ai mes petites notes. Donc, la feuille de personnage de ce jeu, elle est assez simple, elle est assez efficace, et elle résume votre personnage en quelques caractéristiques que le MJ ensuite, du coup, va vous demander et qui représenteront, du coup, vos malus et vos bonus. Votre perso, il est défini par quelques valeurs numériques, comme d'habitude, là qui sont résumées en... donc vous avez les attributs, vous en avez 4, dans lesquels vous allez distribuer quelques points, et c'est la vigueur, l'agilité, l'esprit et l'aura, qui représentent des caractéristiques physiques de votre perso. L'aura étant une espèce de charisme pseudo-mystique, on va dire, plus ou moins un petit peu comme ça. Ça représente un petit peu le charisme de votre personnage, même si jamais ça peut être utilisé pour d'autres choses, mais voilà, Vextra par exemple avait beaucoup d'aura et assez peu de vigueur globalement. Les aptitudes de votre personnage, là ça va plutôt représenter des caractéristiques un petit peu plus floues. On n'est pas sur des caractéristiques physiques, mais plutôt sur des capacités au sens, vous allez avoir l'initiative, la mêlée, le tir et la défense. On est complètement sur des trucs physiques, c'est les aptitudes de combat. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des attributs au sens on chiffre ton intelligence, ta force physique, des choses comme ça qui sont le cas pour les attributs. C'est que sur le combat. Et là, en fait, c'est des caractéristiques de combat, et c'est plutôt ta capacité à te battre. Et du coup, est-ce que tu vas être très rapide du coup pour engager le combat pour ton initiative ? Est-ce que tu vas être bon en mêlée ? Est-ce que tu vas plutôt être bon en défense ou bon en tir ? Et donc du coup, c'est vraiment plutôt effectivement tes caracs de combat. Mais quand je dis physique, c'était vraiment, il n'y avait pas ce côté attribut physique. On est plutôt sur des compétences. Et puis ensuite... Oui, c'est ça, c'est pas des caractéristiques. Non, c'est pas des caractéristiques. Complètement. Et puis ensuite, vous allez avoir en fait ce qui va colorer un peu votre personnage, qui sont les carrières, où en fait le jeu vous demande de retracer le vécu de votre personnage en choisissant des carrières et qui pourraient faire le chemin de votre personnage dans sa vie. Exemple, je m'appelle Ragnar, j'ai 53 ans, j'ai commencé ma vie en tant que fils de marchand, donc j'ai marchand 1. Par exemple, j'ai ensuite été, mon village a été pillé et j'ai été fait prisonnier et j'ai travaillé pour mes geôliers. J'ai donc esclave, on va dire 0. C'est moi qui choisis combien de points je mets dans chaque caractéristique. Puis je me suis échappé, je suis devenu pirate. J'ai donc pirate 1 et j'ai fini par m'engager dans l'armée et je suis maintenant du coup soldat 2. Voilà, par exemple. Et donc du coup, toutes ces caractéristiques-là, ces compétences on va dire de carrière, vont représenter des choses qui vont pouvoir m'apporter des bonus ou des malus en fonction de certaines actions, et je choisis l'importance que j'y mets en distribuant un nombre de points que j'y mettrai. Donc du coup, il y en a 26, donc il y en a quand même pas mal, et en plus il me semble que les bouquins qui sont sortis après ont rajouté des carrières à l'intérieur. Il y a une carrière qui a été rajoutée, c'est celle d'astrologue, ouais. Mais de toute façon, tu peux créer tes propres carrières. C'est ça, en fait, on s'en fiche. C'est complètement possible.
Chaque carrière est présentée dans le livre avec 2 autres noms, c'est-à-dire que c'est des noms alternatifs pour la carrière. Si ton personnage il veut pas être exécuteur, mais il veut être, je sais pas moi, assassin, enfin voilà, il veut changer le terme un peu, il peut. En fait, l'avantage, c'est qu'ils vont t'associer avec, si tu as envie de créer un style de personnage particulier, des avantages et des désavantages qui vont te permettre de créer un personnage plus ou moins cohérent en disant, tiens, je veux jouer un assassin, il va te dire, ok, ben, tel avantage est bien pour faire ça et tel désavantage est bien pour que ton personnage soit cohérent. C'est des propositions, mais donc du coup, eux, ils te les proposent pour que tu crées un personnage qui a un sens. Les carrières, en plus, donc ça permet de retracer l'histoire de ton personnage. Ça permet aussi, en fait, c'est un ensemble de compétences. C'est-à-dire que ce jeu, il n'y a pas de compétences, de liste de compétences sans fin. Il y a 4 carrières. Enfin, au début, tu as 4 carrières. Et ta carrière, ça représente tout l'ensemble de compétences qui peut être associé à cette carrière-là. Donc, par exemple, Vextra, ton personnage veut connaître des informations d'un scandale à la cour. Elle est courtisane 2. Et ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de chercher des informations, donc elle va lancer 2d6, et elle va rajouter son score de courtisane au résultat, donc elle va rajouter 2, et ça va lui permettre d'atteindre plus facilement le score de 9 pour réussir et d'avoir les informations. En gros, voilà comment ça marche avec les carrières. Ce qui fait que ça s'applique pas vraiment en combat. Oui, et puis surtout, c'est que du coup, quand t'as 0 dans une carrière, là, t'assumes complètement de colorer ça pour faire du background, et finalement, lors des jets de dés, sauf si le MJ décide que le fait d'avoir une connaissance te donne un bonus. Des fois, c'est le cas quand c'est simple, parce que quand le marchand veut connaître l'état ou comment dire le prix de tel objet ou c'est un truc basique, juste parce qu'il est marchand, on va lui donner, on va pas lui faire un jet, tu vois. Même si jamais il a 0. S'il n'avait pas été marchand, il l'aurait pas. Oui, même s'il a 0. Donc ça, voilà. Ensuite, il y a les contrées d'origine. Donc, c'est-à-dire que la Lémurie, c'est un monde où il y a plusieurs climats, plusieurs régions, et chaque climat et région a une population un peu différente avec des traits différents. Donc vous choisissez votre contrée d'origine ou votre cité d'origine, et en fonction, vous avez le droit de choisir un avantage. Un avantage, ça va être par exemple, vous êtes vigilant, ou vous avez une arme unique, parce que vous étiez dans une cité où il y a beaucoup de forgerons, je sais pas. Et cet avantage-là, ça vous donne un bonus dans des actions assez précises. C'est assez situationnel. Il y a aussi des désavantages. Donc quand vous commencez votre personnage, on vous donne un avantage, et vous pouvez en prendre d'autres, mais pour chaque avantage supplémentaire, il faut prendre un désavantage. Ensuite, la dernière chose, c'est l'équipement. Oui, voilà, le plus important, c'est très rapide. Le plus important, à la fois oui et non. En fait, finalement, quand on joue à ce jeu, on se dit que oui, je vais avoir telle armure, telle épée, je vais avoir des trucs qui me donnent beaucoup de bonus. En fait, le jeu, finalement, et même, c'est ce que tu disais, te laisse les personnages avoir un petit peu ce qu'ils veulent, et finalement, les armes ont assez peu de... Il n'y a pas énormément de stats accrochées à chaque arme, elles sont relativement simples, relativement efficaces. Non, il y a 3 types d'armes à peu près. L'objectif, c'est juste de laisser les joueurs s'équiper de un petit peu ce qu'ils veulent, du moment que ça reste cohérent avec leur personnage et jouable, dans le sens où vous n'allez pas avoir la lance enflammée du destin qui pourfend tous les ennemis présents dans un rayon de 10 km. Non. Et si jamais vous la voulez absolument, le MJ va vous la donner, et à minute 2 de scénario, elle va s'envoler, rejoindre les cieux pour toujours. Le jeu va avoir ce genre d'humour et va vous... Voilà. Donc du coup, vous allez avoir des épées qui coupent, des haches qui déboîtent et des marteaux de guerre qui écrasent, et c'est tout. C'est ça. Et au fur des aventures, vous pourrez trouver des choses un peu incroyables, hein, bien sûr, mais pas... voilà. Mais par contre, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si vous voulez la grosse double hache qui fait le plus de dégâts, tant que c'est cohérent avec votre personnage, le maître du jeu, il vous laissera l'avoir. D'ailleurs, c'est bien dit dans le livre, c'est... soyez pas avares, donnez aux joueurs ce qu'ils ont envie d'avoir. De toute façon, ça n'a que peu d'importance. Oui, ça va avec ce côté. Ce jeu, il est vraiment laisser les joueurs se faire plaisir, et c'est un jeu qui fait un peu, qui a un petit côté un petit peu, comment dire, qui fait un pied de nez à Donjons et Dragons, à ce genre de jeu à stats, où finalement l'objectif des joueurs, c'est toujours d'upgrader leur personnage un maximum pour avoir, ce qui est un autre plaisir, hein, avoir un personnage qui est de plus en plus puissant, parce que tu majores ton équipement et tes caractéristiques au fur et à mesure de upgrade, et avant tu farmes. Ce jeu-là, il est pas du tout dans cet esprit-là. L'objectif, c'est vraiment de se marrer, et surtout pas d'essayer de construire un personnage lentement avec un équipement, mais plutôt d'avoir un personnage qui fonctionne à lui tout seul, que tu vas épicer avec plein d'autres petits trucs, et finalement tu vas jouer avec assez rapidement. Il n'y a pas cette
culture dedans, en tout cas je trouve avec ce qu'on a joué, de farming d'objets, de choses comme ça pour construire lentement ton perso. Non, tu peux trouver un truc incroyable à un moment dans une des histoires, des aventures, et ce sera d'autant plus sympa, mais il n'y a pas de liste d'objets sur 30 pages avec des caractéristiques. Non, c'est voilà, si t'as un objet incroyable, il te permettrait de lancer un dé en plus, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Une fois que tu as défini tout ça, en fait, on a été un petit peu long parce que finalement, on a été assez exhaustif, ce qui est bien la première fois. Mais en fait, c'est parce tout. que le jeu est assez avec simple, ça, tu as toute ta fiche de perso. Il reste des petits détails, mais vraiment, globalement, pour le joueur, ça suffit. Et ensuite, tu peux partir à l'aventure. Et donc, écoute, du coup, à quel joueur ça s'adresse ? Puisqu'on vient quasiment d'y répondre, mais... Ça s'adresse pour les joueurs, je pense, hein, tu me contredis. Je n'hésiterai si pas jamais à te d'accord, contredire. ça s'adresse à peu près à tout le monde, j'en suis sûr. Ça s'adresse à peu près à tout le monde, débutant ou initié, ou même joueur expert qui a joué depuis longtemps. Je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Ça fait... Mon Dieu, ta véritable nature est en train de sortir. Non, arrête, je reprends. Ça c'est parce que tu m'as parlé de ton... Ah non, mais ça je vais le laisser, je vais me faire confiance. Donc du coup, à qui ça s'adresse, Antoine ? Donc je disais quoi ? À tout le monde. Les débutants, ou des initiés ou des experts. On pourrait dire aussi que ça s'adresse par exemple aux fans d'OSR, parce qu'il y a cette ambiance un peu OSR, qui n'ont pas envie de s'emmerder avec des règles à rallonge, des tableaux à rallonge. Voilà, ça s'adresse à peu près, mais en général à tout le monde. Oui, vraiment, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de trigger warning dans ce jeu où finalement il aborde pas de sujets sensibles ou de choses comme ça. Non. Et c'est vrai qu'il a un petit côté plaisir coupable dans le sens où... C'est complètement ça. Plaisir coupable, ça le définit bien. Ça pourrait être plaisir coupable. Il y a vraiment ce côté, on va jouer, on peut jouer avec vraiment une légèreté, honnêtement, en ayant un peu, en sautant par-dessus le lore et juste en prenant la quête basique, mais finalement l'histoire qu'on va vivre, c'est celle qu'on va créer dessus et développer le truc. Et même si jamais le scénario tient initialement sur un post-it, en fait les interactions entre les personnages, la simplicité du système fait que on va développer assez vite des trucs et on va rigoler. Il y a cette façon-là de jouer et qui rend le jeu très facile à prendre en main. Et donc du coup, pour des sessions un peu one-shot, pour rigoler entre potes, ça passe tout seul. Il y a vraiment cette légèreté qui fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de préparation en tant que joueur, et même très peu, puisque tes personnages pré-tirés que tu nous avais filés pour la session qu'on a fait avec les Calucanes, finalement, on ne les avait jamais vus avant que tu nous les donnes. Et les gens qui avaient joué à ça, qui n'avaient jamais entendu du système, jamais entendu parler du système avant qu'on commence. En 3 minutes, tu as dit il suffit de jeter les dés et moi je vous dis si c'est réussi ou pas, et de ce que tu avais à faire de ton côté, il n'y avait pas de grands calculs ou autre chose comme ça, ça partait tout seul. Donc du coup, il y avait vraiment ce côté clé en main pour les joueurs, ce qui est un gros bonus, le fait de pouvoir faire venir des potes, de dire on va jouer, vous allez voir, ça va être marrant, vous venez comme ça, et moi je vous file le jour où vous venez votre truc, vous n'avez rien à préparer, et c'est parti, on va s'amuser. Il n'y a pas beaucoup de jeux, il y a des jeux qui promettent ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent vraiment aussi simplement que celui-là, donc c'est vraiment un énorme point positif. Dans les jeux auxquels on joue d'ailleurs, qu'on préfère jouer, il y a souvent cette caractéristique d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on aime bien ça, parce qu'on joue à beaucoup de jeux, donc forcément c'est plaisant de ne pas avoir énormément de prépa quand t'es joueur. Mais ce qu'il essaye d'apporter, c'est que si jamais vous avez envie de vous investir plus, là il y a des campagnes qui ont été écrites et vous pouvez aller plus loin. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Et du coup, du côté MJ, globalement, ça a l'air d'être pareil. Pour les maîtres du jeu, moi je dirais que ça peut complètement convenir à quelqu'un de débutant, comme quelqu'un de confirmé. En fait, il y a très peu de jets de dés du côté maître du jeu, il n'y en a quasiment pas. Les règles, elles sont assez simples. Les scénarios sont bien écrits, ça accompagne bien le maître du jeu. Il n'y a pas non plus de tonnes de boulot à avoir à côté, à tout réécrire, enfin voilà, à tout adapter. Donc franchement, je pense que c'est un bon jeu pour maître du jeu débutant. Et c'est aussi un très bon jeu pour maître du jeu plus initié, parce qu'en vrai, c'est super plaisant à faire jouer en fait. Tout simplement. En fait, à la limite, le seul enjeu de ce jeu qui peut, c'est de partager le délire du jeu, et il faut aimer peut-être le seul truc, c'est que le trope, l'identité du jeu, et même si jamais en fait elle paraît assez classique et assez presque cliché, t'as l'impression que tu vas jouer à un jeu d'Heroic Fantasy X qui ressemble à tous les autres.
l'identité est quand même relativement marquée. Et la seule, pas la barrière, mais voilà, c'est un jeu avec une identité. Donc... Sword and Fantasy, hein, je corrige. Pardon, excuse-moi, de Sword and Sorcery. Donc du coup, le seul truc, la seule barrière, c'est que vos joueurs n'auraient pas envie de jouer à un jeu où on tabasse des monstres, des gros monstres poilus en pagne. C'est le seul truc. Oui, non, mais ça, de toute façon, tu prends la couverture, tout de suite, t'as compris que c'était pas pour toi, quoi. Donc, ça. Mais du coup, oui, en tout cas, niveau ambiance, c'est assez évident. Non, pour les musiques, moi j'ai utilisé la bande son de. Il y a un jeu Conan qui est tout le temps. Qui marche très bien. Il y a des bandes son. Franchement, vous allez trouver, vous tapez, vous cherchez ce truc à base de barbares. Il faut qu'il y ait du tambour. Tout ça. Avec un peu tribal. Du faut qu'il y ait du tambour quand ça pète. Avec des... Même la musique, celle qu'on va probablement vous mettre au début de ce podcast, si jamais on n'a pas les droits et qu'on va se faire striker, ça marche. Ouais, dis pas ça parce que c'est pas grave. Écoute, nous-mêmes du futur, on verra bien si jamais on s'est trompé ou pas. C'est ça. Et ensuite, un avis un peu général sur le jeu. L'avis, c'est que c'est un jeu qui est simple, sans être simpliste, qui est très efficace, qui est drôle, qui est frais. Il y a vraiment un vent de fraîcheur quand on joue à ce jeu. Il y a un côté assez épique qui peut se faire ressentir. Il y a beaucoup de second degré. Enfin, en tout cas, dans la façon dont on a joué, nous, on a beaucoup joué avec ce second degré. Ça se joue en one shot, ça se joue en campagne. L'univers, il est sympa. Un petit bémol, c'est peut-être que il est pléthorique et il est un peu hermétique la première fois qu'on le lit, quoi. C'est-à-dire que moi, les pages sur les règles sont super bien. Tu lis, t'es là, super, ça coule. T'arrives sur le lore. C'était un peu plus laborieux. En fait, surtout qu'il y a vraiment ce côté, je trouve. Justement, nous, peut-être que ça, le défaut, c'est que c'est nous qui l'avons pris comme ça, et il y a probablement des gens qui y jouent beaucoup plus sérieusement que nous, mais en fait, comme on l'a pris sur le ton de l'humour et qu'on a beaucoup développé cette partie-là dans le jeu, où on a ri autour des scènes presque absurdes qu'il pouvait y avoir, où je suis perdu, je sais pas quoi faire, je me retourne, j'éventre un mammouth mort pour lire l'avenir dans ses viscères et voir le chemin que je n'avais pas vu. Voilà, il y a beaucoup de... Ouais, après, si tu prends ça au premier degré, c'est compliqué. Dans le jeu, on peut rien pour toi. À la fin, je saute et je tends mon couteau pour pourfendre un alligator qui fait 15 fois ma taille et je vais passer au travers. Il y a plein de trucs comme ça qui fait que forcément, on a énormément ri, on l'a joué comme ça. Et quand, sur un style de jeu comme ça, t'as un lore qui embrasse un peu ce côté-là avec beaucoup de trucs, beaucoup de noms, de consonances, d'une façon d'organiser le monde qui te donne cette sensation de cliché très importante, mais qui est jouissive dans le jeu. C'est sûr que quand tu commences à avoir des détails assez spécifiques, assez précis sur plein de choses, alors que tu le lis sur le ton de la blague, c'est sûr que c'est un peu étouffant parce que du coup, tu as l'impression qu'il y en a presque un peu trop. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on l'a beaucoup joué en one-shot et que si jamais tu commences à rentrer dans un mode campagne, en fait, ça disparaît parce qu'à ce moment-là, le lore devient utile, même nécessaire. Et... c'est ce qu'on discutait, c'est que quand j'ai lu la campagne, tout de suite, je me suis dit, ah d'accord, ok, je comprends les enjeux, c'est intéressant, le lore a sa place, etc. Mais quand tu lis juste le livre de base... Voilà, c'est ça. Genre, putain, c'est un peu hermétique. Moi, c'est le reproche que je ferai au jeu. C'est pas un gros reproche, hein, loin de là. C'est que le lore, il est bien, mais il est un peu hermétique au début, quoi. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de consonances, beaucoup de choses. Si jamais vous voulez faire que du one-shot, en fait, il est presque dispensable. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le lore pour jouer les one-shots qui sont proposés dans le scénario, dans les bouquins de base ou des trucs comme ça. Les noms, ça se trouve comme ça, hein. J'extra sur les collines d'Achar, à côté de la plaine de la mort et du désert de glace fatale. Voilà, c'est bon, hein. Moi je vous le crée, votre lore. Bref, voilà, vous avez compris. Donc vraiment plutôt un avis quand même plutôt très positif sur le jeu des deux côtés. Hein. Vraiment, on s'est bien marré et je pense qu'on continuera à faire des one-shots par-ci par-là pour se marrer parce que c'est tellement simple à jouer que voilà, ça s'improvise très facilement. Ça c'est sûr. C'est ça, c'est un jeu qui fait... Une dernière chose, c'est un jeu qui, on a dit, qui a un peu cette vibe OSR, mais qui fait la part belle au rôle dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que la partie jeu, on lance 2 dés, de temps en temps, ça arrive, mais il n'y a pas de GD complexe avec des... Voilà. C'est plutôt, vous jouez votre personnage, on rigole, et tout est centré sur l'action, sur la façon dont vous incarnez le personnage, sur les scènes, et moins sur le côté règle. Donc ça, c'est vraiment super plaisant et super frais, quoi.
Oui, il n'y a pas ce côté, vous allez tirer une flèche et ça va déclencher 3 tableaux à tiroir pour savoir si votre flèche touche, si votre flèche a fait un échec ou un dégât critique, si jamais elle a transpercé, est-ce qu'elle a fait un saignement, si elle a fait un saignement, est-ce que votre personnage en face va avoir un saignement critique et est-ce qu'il va pouvoir se défendre, lever son bouclier, comme on peut avoir dans d'autres jeux, exactement. Oui, mais vu que c'est un paladin d'alignement neutre bon qui a la caractéristique d'être un paladin de tel dieu, il n'est pas assujetti au saignement de classe 4. Bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, ma flèche était sacrée. Je ne sais pas. Attends, on sort le bouquin de 400. Il y a des jeux comme ça, et on joue à certains jeux comme ça, notamment un certain jeu qui s'appelle One Ring, qui a ce côté-là, et ça peut être tout à fait. Tu parles de l'anonymique ? Ça peut être très intéressant, très drôle, très fun à jouer, mais ce jeu-là, il fait un peu la nique à ce genre de système en disant mais moi, tu fais un jet de dés, tu touches, vas-y, dis-moi comment tu fais, et si jamais tu as envie que ta hache vole tel un boomerang, tranche la tête et revienne dans ta main, et que tu puisses la brandir victorieux, et tacher du sang de tes ennemis, bah tu le feras. Et voilà, il y a vraiment ce côté-là. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Donc du coup, le jeu, il est assez simple, mais dans sa gamme aussi. C'est un jeu finalement qui a assez peu de livres parus pour le moment, mais des livres plutôt intéressants. Moi, je vais parler que de celui que je connais, parce que du coup, en étant que petit joueur, je n'ai que le livre de base et c'est toi qui as les autres. Vas-y. Donc, le livre de base, c'est un livre qui coûte 29,95 €. Donc, on peut déjà noter que pour un livre de base... Ouais, tu as bien entendu. Combien 29,95 €. Donc, pour un livre de base, c'est vraiment pas cher. On est vraiment sur un rapport qualité-prix pour pouvoir jouer à un jeu qui, en plus, a des scénarios à l'intérieur, qui est vraiment... assez exceptionnel. Donc c'est un livre à couverture souple en noir et blanc, tout illustré, qui est vendu sur le site d'origine du coup on vous mettra évidemment tous les liens en description, sur le site de Ludosphérique, à 35 € si vous prenez le PDF en plus. Ce qui veut dire que vous avez le PDF pour 6 balles, ce qui est toujours très utile, surtout si vous commencez à faire du jeu de rôle en ligne, d'avoir le PDF dans une bonne qualité pour pouvoir vous servir les assets du jeu. Donc ça c'est toujours un petit plus. Donc rapidement, notre avis sur le bouquin à l'intérieur, c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but, les règles sont très clairement décrites et en fait le système est simple, mais la manière de l'expliquer aussi, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Les illustrations à l'intérieur, donc moi j'ignorais qu'elles n'étaient pas dans la version anglaise à la base, et effectivement quand on va voir la version anglaise, on se dit ok, il y a vraiment un bond en fait en termes de design, de direction artistique entre la VO et la VF, hein. Donc les dessins sont vraiment incroyables, ils sont très beaux et on est vraiment complètement dans le délire effectivement vieille OSR et vraiment les dessins sont magnifiques, les autres. Emmanuel Roudier, bravo quoi. Franchement c'est le seul bémol que j'ai sur le bouquin de base, et je sais que c'est différent pour les 2 bouquins qui sont sortis ensuite, et je trouve que la maquette est des fois un peu trop austère et par moment, moi j'aime bien prendre des bouquins de jeux de rôle et me laisser emporter par l'univers du jeu, même en lisant des parties de règles un petit peu étouffantes. Et je trouve que ce jeu-là manque un peu parfois de style général, d'ambiance, même si jamais il y a des pages qui sont vraiment vachement belles, avec des effets, même avec du noir et blanc et le crayonné assez belle, les effets assez beaux, pardon. Et voilà, des fois, la maquette du livre de base, je sais qu'après, ça s'améliore et que les maquettes des livres suivantes sont beaucoup plus belles. Sur les 2 autres, c'est beaucoup mieux. Les gros blocs noirs sont stylisés avec les illustrations qui viennent se fondre dedans. Et voilà, moi, ça me posait pas trop de problème, les maquettes sur le premier, mais je vois ce que tu veux dire. Donc justement, il faut quand même noter autre chose. Il y a quand même quelque chose vraiment à noter, c'est que tous les bouquins sont produits en Europe, imprimés en Italie. Oui, je sais que... c'est important. Franchement, c'est important de le savoir. Et au vu du prix, c'est assez fou, quoi. Donc tu disais tous les bouquins, donc il y en a 2 autres. Ouais, il y en a 2 autres. Donc il y a Chroniques Lémuriennes. Chroniques Lémuriennes, c'est un livre de scénario et de complément de lore qui coûte 40 €. Pourquoi 40 €? Parce que... 39,95 parce qu'on ne peut pas l'acheter seul. C'est-à-dire qu'il y a Chroniques Lémuriennes et en plus de ça, il y a l'écran du jeu et une carte format A3 en couleur. Le livre est super, magnifique, la couverture est géniale, les illustrations, voilà, vraiment superbe. Ça décrit toute une partie du monde de la Lémurie supplémentaire avec un côté un peu Chine ancestrale, vraiment super, vraiment stylé. Et les scénarios, il y en a 5.
sont vraiment de super qualité, super bien illustrés, notamment le dernier où on joue les fameux Kalukan. Celui-là, je vous le conseille, il est vraiment, vraiment top. Il fait 134 pages le bouquin, aussi en noir et blanc, hein. De toute façon ce sera pareil pour toute la gamme. Et enfin, le dernier bouquin, non des moindres, c'est le Dieu voilé, c'est Chroniques lémuriennes 2, le Dieu voilé. C'est un livre de campagne, 39,95, 198 pages, pareil, noir et blanc, tout comme l'autre en fait. Hein. Et c'est une campagne sur 130 pages avec 5 ou 6 actes différents, épique, avec plein de rebondissements, un plaisir à lire. Et c'est un livre qui a été récompensé plusieurs fois. Hein. C'est-à-dire que ça a gagné le prix Rollist 2020 ou 2021 du meilleur supplément. Et ça a gagné le Groc d'argent. Ce qui est pas rien pour un supplément, parce que souvent c'est quand même des livres de base qui gagnent le Groc d'or ou le Groc d'argent. Et là, effectivement, c'est ce bouquin-là qui a gagné. Donc, en sachant que les 2 bouquins dont je vous ai parlé, c'est de la création française. Ça n'existe pas en VO. Ouais, ça, c'est quand même toujours une plus-value quand les jeux comme ça, traduits, finalement, ont un peu plus de succès chez nous et où il y a de la création faite par l'éditeur. On sait que ça, c'est vraiment toujours un petit plus. Ça, c'est sûr, donc, finalement, donc voilà, la gamme, ce n'est que ça. Hein. Il y a pour l'instant rien de plus qui est sorti et pour le moment, à notre connaissance, il n'y a rien de plus qui n'est annoncé. Rien annoncé, je ne et sais quand même, pas juste s'il y aura autre avant chose. qu'on... Pour l'instant, c'est pas prévu. Avant qu'on aille plus loin, tu avais un petit avis, peut-être un petit bémol sur l'écran du jeu dont tu m'avais parlé. Oui. L'écran du jeu, alors l'artwork magnifique. Donc pour une table, super l'ambiance. Par contre, personnellement, je trouve que l'intérieur est claqué au sol. Je m'explique. Je trouve que moi, j'ai fait plusieurs parties avec. Ça ne m'a jamais servi ce qui est à l'intérieur de l'écran. Jamais. C'est-à-dire que les dégâts des armes en fonction, ça ne sert pas. L'initiative, en fait, il n'y a aucun rappel de formule, ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ajoute dans l'initiative, qu'est-ce qu'on ajoute dans le combat. Ça y est pas. Par contre, voilà, il y a les dégâts des armes, je sais pas pourquoi. Il y a le rappel des points d'héroïsme. Alors, ça, c'est une bonne chose, comment on l'utilise. Mais ça prend genre la moitié dans des 3 écrans. Enfin, dans des 3 panels. Donc, ça, franchement, c'est écrit en plus un peu trop complet. C'est pas simple. La plupart des tableaux, moi, je m'en ai pas du tout servi. Donc, c'est le seul bémol pour moi de la gamme, c'est l'intérieur de l'écran. Je pense, probablement, ça doit exister. Il y a des gens qui ont fait des meilleurs assets que tu peux recoller derrière. Voilà, donc un très bel écran à poser sur une table, à utiliser. Moi, ça m'a pas du tout servi. J'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique. Bon, quand même, comme ça, c'est clair. Voilà, sinon, on va rapidement vous faire les indispensables. En fait, c'est assez net, vu que t'as vraiment 2 directions. T'as soit t'as envie de jouer et tu fais des one-shots, peut-être tu veux pas t'investir dans une campagne, et à ce moment-là, tu pars plutôt sur le livre de base, plus ou moins Chroniques lémuriennes 1, vu que tu vas avoir... Oui, c'est là, ça. tu peux prendre juste le livre de base. Juste le livre de balles, base. tu peux jouer déjà. Après, les aventures de Chroniques lémuriennes 1 ont l'air d'être un peu plus abouties que celles du livre de base. Oui, c'est un cran au-dessus. C'est des aventures qui se font peut-être en 2-3 fois, ouais. C'est pas des one-shots, c'est plus... Typiquement, moi, si je devais jouer avec un groupe de potes ici, tu vois, je leur ferais jouer les Kalukan, en fait. Tu le prendrais, bien sûr. Oui. Mais si quelqu'un veut essayer et pas sûr, tu vois, il prend juste le livre. Mais du coup, le pack, on va dire, aventure one-shot pour vous marrer avec vos potes, c'est plutôt livre de base plus Chroniques lémuriennes 1. Et si jamais vous voulez plutôt jouer le jeu en mode campagne, à ce moment-là, vous partez sur Dieu voilé. Exactement. De toute façon, voilà, le problème, c'est que ce jeu, il y a 3 livres, que les prix sont vraiment bas. Le rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on ait vu. Et donc là, en fait, quand on vous conseille, c'est-à-dire que ce qu'on vous a conseillé dans les autres jeux, ça équivaudrait au prix d'acheter tout, là. Donc on va dire, voilà, le livre de base est comme t'as dit. Après, les packs, vraiment... De toute façon, si ça vous plaît, probablement que vous achèterez tout. Oui, finalement, tu fais vite. Peut-être si tu joues beaucoup, tu fais vite le tour, notamment des scénarios one-shot. Tu fais vite le tour du livre de base, ouais, clairement. Et la campagne, par contre, là, il y a de quoi jouer, hein, je vous le dis. Et vraiment, c'est d'une qualité superbe. Et juste, on n'a pas du tout parlé, mais il existe peut-être une communauté ou un endroit où les gens produisent des scénarios qui sont faciles d'accès ou des choses comme ça. Je sais pas si tu sais pas. Bon, écoutez, on regardera ça rapidement, pas. Et si jamais ça existe, probablement qu'il doit y en avoir un ou deux dans la scénariothèque, hein, j'imagine. Et oui, je pense que... On vous mettra peut-être en lien, si jamais il existe des gens, des forums avec des scénarios fan-made. Bon, globalement... Oui, on vous mettra... Je sais pas s'il y a des
Attends, juste, je sais pas s'il y a des forums, probablement. Et il y a aussi, vous pouvez créer votre propre aventure. Il y a un générateur aléatoire d'aventure où vous lancez vos dés et ça vous crée une aventure typique, plein de stéréotypes. Donc vous verrez, c'est assez marrant. On a fait le test la dernière fois, c'était plutôt drôle. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Bah du coup, c'était un bon jeu. Écoute, plutôt drôle, plutôt une bonne expérience. Oui. Et ouais, allez-y. Ouais. Genre voilà. Globalement, si ça vous fait marrer, si le délire vous fait rire, si jamais vous cherchez un jeu facile à prendre en main, facile à jouer, avec assez peu de préparation, ce jeu est fait pour vous. Voilà. Ou vous voulez taper des grosses bébêtes, des trucs épiques, c'est pour vous. Tout simplement. Mais c'est pas que un jeu pour faire du one shot, et si jamais vous rentrez suffisamment dedans pour en faire plus, eh ben il y a plus à manger et vous pouvez aller beaucoup plus loin jusqu'à vous faire une vraie campagne épique dans ce style-là, un peu plus construite, qui vous demandera là par contre du travail. Donc globalement, on va dire un jeu vraiment que du positif. Complètement. Et donc du coup la semaine prochaine. Donc pour la prochaine fois, hein. La semaine prochaine, on change carrément. De niveau, là on part sur un par semaine. On arrête ce qu'on est en train de faire, hein, on pose les safènes et puis on y va quoi. Voilà, on arrête, c'est ça. Non, mais bon, il y a eu un peu de retard. Oui, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. On avait simplement fait 7 mois assidus, sans aucun retard. Et là, voilà. Ouais. Et avec les plannings. est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, on travaille à côté. Donc du coup, on avait prévu de terminer pour le début de l'été, donc au mois de juin, et de faire une pause cet été déjà pour réfléchir à de nouveaux concepts et pour pouvoir continuer à vous proposer ce genre de format-là l'année prochaine, mais surtout vous proposer d'autres choses. Avec notamment, je pense qu'on peut en parler, c'est pas secret. Non, c'est pas un secret, de toute façon. Personne nous volera personne va nous voler le truc parce que personne va vouloir se faire chier à faire ce qu'on va faire. Donc de toute façon. Mais voilà, on avait envie de vous proposer des podcasts dédiés à des suppléments en particulier, voire des campagnes ou des scénarios en particulier qu'on a joués avec pour objectif d'être là pour une aide pour la préparation pour les maîtres de jeu, et donc vraiment de discuter sur les difficultés que tel MJ a rencontrées, comment on a préparé ça. Et donc du coup, il y a plusieurs déjà bouquins ou scénarios qu'on a envie de vous faire, et ça nous permettrait de rentrer un peu plus dans le détail, d'aller plus dans le spoil notamment, de raconter des choses un petit peu plus précises, et surtout de vous partager tout ce qu'on a fait pour préparer ces trucs-là. C'est ça. En fait, ça vient un peu d'un constat simple, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, je veux préparer du Cthulhu. Au hasard. Je regarde sur internet, non mais par hasard, voilà. Je regarde sur internet, est-ce que quelqu'un a joué cette campagne ou ce scénario, comment ils ont fait, quels sont les points, et je trouve pas grand chose voire rien à part des récits d'aventure romancés, et c'est pas vraiment ça m'intéresse pas quoi. Par contre en anglais il y a pas mal de trucs, c'est-à-dire qu'en anglais des fois sur YouTube effectivement il y a des gens qui font plein de trucs, ils réexpliquent un peu la trame et je trouve ça vachement bien, et donc on s'est dit ça serait intéressant de le faire en français parce qu'en vrai à chaque fois on cherche et on trouve pas, donc à voir, c'est une de nos pistes pour la saison prochaine. Voilà, on va travailler ça cet été et on vous proposera ça. Alors on sait pas trop si jamais ça viendra remplacer un épisode un mois, en fait ça va dépendre de la forme que ça va prendre dans la manière dont on va le préparer, donc soit ça viendra en plus, soit ça viendra. Ouais, on verra. De chance, quand même. Ça va aussi dépendre du temps que ça va nous prendre à faire, parce que si jamais ça nous prend trop de temps, on peut pas non plus. Voilà. Soit ça viendra remplacer un épisode. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de à quoi ça va ressembler. Est-ce que c'est vraiment un truc très utilitaire ou est-ce que ça sera agréable à écouter, même si jamais vous n'avez pas prévu de préparer ce truc-là. C'est ce qui va faire jouer le format globalement. On va faire des tests, on verra ça. Donc le prochain épisode, c'est le dernier de la saison. Ça donc, reprendra. Ça reprendra à la rentrée prochaine. Évidemment. Hein. Donc le jeu, on vous laisse la surprise. Je pense que ça sortira quand peut-être à l'aube du 5e jour de juillet, non? Ah la subtilité. Sur ce. Oui, allez, sur ce, la prochaine. Je pense que la plupart d'entre vous auront compris de quoi Antoine voulait parler, mais effectivement. Je vais pas le dire, t'inquiète pas, ne réagis pas comme ça, je vais pas le dire. Donc, ça sera le dernier épisode. On vous donnera la date, enfin le mois de la reprise pour le début de l'année prochaine. On vous souhaite une bonne fin de mois, une bonne écoute, et puis à la prochaine. Ouais, salut.